26 juillet 2023. Un coup d'État au Niger renverse le président Mohamed Bazoum. La junte militaire qui prend le pouvoir est immédiatement reconnue par le Burkina Faso et le Mali, qui ont connu également des coups d'État respectifs en 2022 et en 2021. La CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et la France font alors pression sur le nouveau pouvoir nigérien, menaçant même d'une opération militaire pour renverser les putschistes et libérer Bazoum. Les menaces de la CEDEAO et de la France ont eu l'effet totalement inverse. Les trois pays du Sahel ont au contraire formé en réaction à la menace militaire l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le Niger a également exigé le renvoi des troupes françaises installées au Sahel depuis des décennies. Bazoum est toujours prisonnier et en janvier 2024, les trois pays décident de quitter la CEDEAO, tandis que cette dernière impuissante a levé les sanctions sur le Niger dans un espoir d'apaiser les tensions et de maintenir le pays au sein de la communauté. Quand on parle ou qu'on s'intéresse à la géopolitique en Afrique de l'Ouest, on évoque souvent la menace terroriste, la présence de la Russie et de ses mercenaires, l'influence de la France dans son ancien précaré colonial. Mais il y a un acteur qu'on oublie souvent sur le continent et qui est pourtant bien en place jusqu'au cœur de l'Afrique. Depuis la guerre froide, un acteur bien discret mais pas moins présent, il s'agit des États-Unis. Vous êtes sur Terra Bellum et aujourd'hui nous allons parler de l'échec stratégique des États-Unis au Niger et au Sahel. Peu importe le continent où vous vous trouvez, Internet est aujourd'hui un espace où l'on passe énormément de temps à la maison ou en déplacement. C'est pourquoi il est plus que jamais important de protéger votre vie privée et vos activités en ligne. C'est là qu'intervient NordVPN. NordVPN chiffre votre activité en ligne, ce qui masque votre véritable IP et vous rend invisible aux yeux des curieux. NordVPN bloque aussi les trackers web qui collectent et vendent vos informations personnelles et il bloque même les sites et fichiers qui contiennent des virus ou malware. Surtout, NordVPN a une politique no-log, c'est-à-dire qu'il ne garde aucun registre d'activité de ses utilisateurs, contrairement à d'autres VPN gratuits. Au-delà de la sécurité, NordVPN est aussi très pratique pour changer de pays depuis son navigateur, accéder à du contenu vidéo limité à certaines régions, comme par exemple la diffusion gratuite de la Formule 1 en Belgique, ou possiblement avoir des remises de prix sur des hôtels ou des locations en bénéficiant des tarifs plus avantageux disponibles dans d'autres régions du monde que la vôtre. Grâce au lien en description, vous profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN ou le pack avancé Nord Security. Je le dis souvent sur la chaîne quand on évoque les États-Unis, ce pays a une stratégie à la hauteur de ses ambitions, celle d'un empire thalassocratique. On le voit en Europe vis-à-vis du conflit en Ukraine, on l'a vu récemment au Moyen-Orient avec Israël et les pays arabes, au Niger, mais en réalité dans tout le Sahel, les États-Unis ont aussi réagi aux différents changements et notamment aux coups d'État militaires au Sahel avec un certain réalisme. On a souvent tendance, par facilité ou par biais idéologique, à voir le monde comme des blocs unis de manière inconditionnelle. Et parmi ces blocs, on retrouve souvent la mention de l'Occident. Or, si la France, l'Italie ou les États-Unis font partie de cet Occident, ils ont en Afrique une approche totalement différente, voire totalement concurrentielle. Souvenez-vous, il y a quelques mois, alors qu'Emmanuel Macron tentait d'appuyer les membres de la CEDEAO contre le Niger, les États-Unis ont fait bien attention de prendre le plus de distance possible et de ne pas soutenir le président français. Washington a d'abord refusé de qualifier les événements à Niamey de coup d'État. Les États-Unis étaient même prêts à engager le dialogue avec le nouveau régime dirigé par le général Chiani. En retour, Washington a été en mesure de maintenir d'importantes bases militaires dans le pays, tandis que la France pliait bagage dès le mois d'octobre. Mais c'est en octobre que les États-Unis font leur première boulette. L'administration de Joe Biden a finalement qualifié l'éviction de Bazoum de coup d'État, qui, en vertu de la loi américaine, a entraîné la suppression de toute coopération en matière de sécurité non humanitaire, y compris donc en matière de défense, sans pour autant avoir de conséquences immédiates. C'est 5 mois plus tard, à la mi-mars 2024, que les dirigeants de Niamey ont officiellement annoncé qu'ils mettraient fin sans délai à leur contrat militaire avec les États-Unis. Alors qu'est-ce qui a entraîné cette décision du départ ? L'oncle Sam n'a pas le malus diplomatique d'ancienne puissance coloniale à l'image de la France. Les États-Unis demeurent des investisseurs populaires en Afrique et la diplomatie américaine avait prévu de venir discuter avec le Niger via une délégation en mars. Il faut écouter ce qu'un porte-parole du Niger a déclaré le 17 mars.
Je cite, « Le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le devoir de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme. » Ce qui est mentionné par le porte-parole, ce sont les échanges qui se sont déroulés du 12 au 14 mars 2024 à Niamey, avec une délégation du Pentagone, le ministère de la Défense américain, qui devait venir préparer une future délégation diplomatique. Lors de cet échange avec le gouvernement du Niger, le Pentagone a vivement critiqué la relation croissante du Niger avec la Russie et l'Iran, qui sont, rappelez-vous ma dernière vidéo, deux des principales puissances continentales que les États-Unis cherchent précisément à endiguer. Le porte-parole du Niger évoque aussi des menaces de représailles de la part de la délégation américaine si le Niger poursuivait dans cette voie. Pour le dire de manière plus directe, le Pentagone a lors de cette délégation, ce qui a réduit les plans de la diplomatie américaine à néant. La situation est aussi difficile pour la junte au pouvoir. À l'intérieur du pays, les difficultés économiques font craindre une lassitude de la part de la population. Le terrorisme morcelle toujours le pays. Un énième coup d'État peut toujours arriver. Et Mohamed Bazoum avait tenté une évasion manquée le 19 octobre, peut-être même avec une aide extérieure. Il n'en a pas fallu plus pour que Niamey, dos au mur, exige le départ des troupes américaines lors de cet échange avec le Pentagone. Le Niger fait partie de la région sahélienne qui, avec ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, est en proie à des groupes djihadistes depuis plusieurs décennies. Les missions de longue date et coûteuses de l'Union européenne, de la France, mais aussi des États-Unis, étaient destinées à les stabiliser et elles n'ont connu qu'un succès marginal. Les trois pays faisaient également partie du groupe du G5 Sahel avec la Mauritanie et le Tchad, groupe qui a reçu d'énormes quantités d'aide humanitaire. Et ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que pour une fois, tout est documenté et que vous avez le site foreignassistance.gov qui offre une synthèse de l'aide financière américaine envoyée dans le monde entier. Et regardez bien cette carte, puisqu'elle met en lumière les zones clés qu'on évoque sur cette chaîne quand on parle de stratégie états-unienne. Europe de l'Est et Ukraine, Moyen-Orient et Israël, les puissances qui bordent le flux de communication majeur allant du canal de Suez jusqu'à l'océan Indien, la côte est africaine et un poids des investissements américains loin d'être négligeable en Afrique de l'Ouest. Au Niger, on parle de plus de 100 millions de dollars américains envoyés tous les ans depuis 2010, plus de 200 millions de dollars depuis 2018. Et quand on regarde les autres pays de l'Alliance des États du Sahel, les États-Unis sont le premier pays donateur en ce qui concerne l'assistance financière. Cela nous renvoie à l'influence et la géopolitique souvent oubliée de l'assistance financière. Ces millions de dollars éparpillés dans de l'humanitaire, des infrastructures, le secteur de la santé ou l'agriculture. Au-delà de l'assistance financière et depuis 2013, les États-Unis ont coopéré avec le gouvernement du Niger pour accroître l'assistance militaire, ce qui a abouti à l'achèvement d'une base aérienne à Agadez, qu'on nomme la base aérienne 201, à partir de laquelle les opérations régionales de Washington ont été basées. Sous le commandement de l'Africom, le commandement général américain en charge de l'Afrique, cette base aérienne a permis la collecte de renseignements et des frappes à l'aide de drones, le soutien logistique à l'aide de C-17, et cette base était en fait un point clé pour contrôler la contrebande illicite, les migrations illégales vers l'Europe ou encore les mouvements terroristes au Sahel, mais aussi bien sûr surveiller l'intégralité du Sahel, une bonne portion du Sahara et la Libye voisine. Les États-Unis sont un acteur discret sur le continent africain, mais qui n'est pas moins présent. Or, les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont bouleversé le statu quo qui était en place, mais comme la nature a horreur du vide, ils ont aussi ouvert la porte à de nouveaux acteurs. En décembre 2023, la Russie et le Niger ont signé un protocole d'accord de défense dont le contenu demeure encore secret. La Russie n'a pas en Afrique le potentiel de projection de l'Africom ni même d'un corps expéditionnaire français. Mais souvenez-vous d'une vidéo il y a 2 ans dans laquelle j'évoquais la stratégie russe et sa notion de conflit permanent. Conflit permanent dont les racines ont été théorisées par les soviétiques dans les années 20 et 30. Quand on met en parallèle de la stratégie d'endiguement des puissances continentales par les États-Unis, l'objectif de la Russie est ici de porter des coups le plus loin possible de ses frontières pour perturber cet endiguement et mobiliser ou distraire les moyens adverses qui vont percevoir ce mouvement. L'Afrique, tout comme l'Amérique du Sud, sont depuis la guerre froide des théâtres clés pour cette stratégie, qui est favorisée par une instabilité des différents gouvernements et la présence d'intérêts états-uniens ou de ses alliés, comme la France dans le cas de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est donc pas une surprise que
l'influence de Moscou dans ces pays s'est considérablement accrue. Pour la Russie, le Niger représente un maillon d'une chaîne presque ininterrompue d'États sahéliens potentiellement amis qui sont en plus des sources lucratives d'extraction de ressources. Des mines au Mali, au Burkina Faso, au Soudan, en République centrafricaine ont été remises à Africa Corps, un ancien contingent du groupe Wagner en Afrique qui opère sous l'égide du ministère russe de la Défense. L'extraction minière en Afrique est perçue comme un excellent moyen de contourner une partie des sanctions et d'obtenir du cash à l'aide de marchés comme à Dubaï qui sont connus pour acheter des métaux précieux loin du regard occidental. C'est par exemple comme cela que le général Dogolo au Soudan avait financé une bonne partie de ses forces de réaction rapide. Cependant, comme le signale aussi Hélène Yohannes dans une enquête pour Vox, la stratégie russe est probablement plus subtile que cela. Plutôt que de chercher à tirer profit des matières premières, c'est-à-dire ce qui vient en tête ou ce que ferait n'importe quelle entreprise en Afrique, la cooptation par la Russie des entreprises minières et d'autres industries des pays africains où elle opère n'a pas tant un but économique qui est important, mais plutôt politique. L'objectif serait en fait de contrôler l'économie pour façonner le processus décisionnel du gouvernement à son avantage, c'est ce qu'on nomme en économie la capture de l'État. On rejoint ici la doctrine du conflit permanent. Des États sont isolés, ont une situation interne désastreuse, sont vulnérables après un coup d'État et ces pouvoirs ne trouvent personne sur qui s'appuyer. Et la Russie saisit l'opportunité et va créer petit à petit une dépendance en sa faveur avec peu de moyens au début. On parle d'une poignée de contracteurs sur des sites clés, de formations militaires et quelques armes qui sont livrées ici et là, mais qui visent à terme à créer une dépendance du pouvoir de ces pays dans des secteurs stratégiques. Et comme l'a pu constater la délégation du Pentagone, la Russie parvient à avoir bien plus d'influence sur ces pays que des millions de dollars d'aide humanitaire. C'est par exemple aussi ce qui explique l'accord de construction de centrales nucléaires au Mali et au Burkina Faso par Rosatom, des accords qui ont prêté à sourire dans la presse française mais qui sont en fait totalement cohérents avec la stratégie russe au Sahel et montrent que cet état de fait a vocation à perdurer au sein de ces pays. Le prochain sur la liste pourrait d'ailleurs être le Tchad qui entame un rapprochement avec la Russie qui lui offrirait une bande d'influence allant du Mali jusqu'au Soudan et la mer Rouge. Des informations ont aussi fait surface dans les médias russes sur un nouveau corridor ferroviaire sahélien qui relierait la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso jusqu'au port libyen via le Niger. Si le chemin de fer voit le jour, cela donnerait aux opérations minières un coup de pouce logistique significatif dans un commerce qui vaut déjà des milliards par an. Mais nous en sommes encore très loin, tant au niveau des investissements que de la sécurité sur le parcours nécessaire à ce genre d'infrastructure. Mais les États-Unis n'ont probablement pas dit leur dernier mot et ils ont encore d'autres cartes à jouer. Il serait en effet un contrepoids économique qui permettrait à ces gouvernements de jouer sur la concurrence. Le principal problème provient du Pentagone qui n'a souhaité faire aucune concession sur la présence de rivaux dans la région lors de sa visite à Niamey. Quoi qu'il en soit, la longue et coûteuse mission dirigée par les États-Unis dans le pays a reçu un coup avec la perte de la base stratégique d'Agadez. Washington va donc probablement consolider ses partenariats dans cette région où la multiplication des acteurs va accroître la concurrence et donc la difficulté pour débloquer des accords de partenariat. Quant au rôle de la Russie et ses contracteurs qui sont largement médiatisés, ils peuvent aider la junte militaire à consolider sa position. Mais comme au Mali ou au Burkina Faso, ils ne devraient pas non plus sécuriser ces vastes régions et ces périphéries gigantesques qui sont des foyers du terrorisme islamique. Si les gouvernements de l'AES échouent dans leur lutte contre le terrorisme, il est à craindre que l'instabilité affectera l'ensemble de la région et que cela ait aussi des répercussions jusqu'en Europe en rouvrant les routes migratoires de masse et au profit des djihadistes. La situation au Niger a été un véritable boulevard saisi par les pays en développement pour nourrir leurs intérêts. Cette multiplication des acteurs, des intérêts inquiète les États-Unis qui pourraient perdre une influence précieuse dans la région et qui doivent trancher entre une diplomatie idéologique sans concession ou plus réaliste qui ne coupe aucun lien. Les États-Unis ont en effet tout intérêt à ne pas s'aliéner davantage le Niger. Selon les rumeurs, l'Iran s'est montré très intéressé pour acheter de l'uranium au Niger lors d'une visite du Premier ministre Zeyn à Téhéran en janvier 2024. Le Niger représente 5% de la production mondiale d'uranium. Le royaume saoudien s'est également dit intéressé. Or, il faut aussi faire une différence entre les déclarations et la réalité. Se pose la question de la logistique et il était annoncé il y a quelques mois que l'entreprise française Orano reprenait peu à peu son activité.
Diplomatie réaliste, il y a aussi le cas de la Turquie qui collaborait déjà en vendant des drones TB2 au précédent gouvernement. Elle s'est montrée bien plus pragmatique en poursuivant la collaboration après le putsch. Il y a aussi le Maroc et l'Algérie qui sont en concurrence sur leur flanc sud pour développer une relation privilégiée avec les membres de l'AES. La géopolitique, comme vous le voyez, est plus impitoyable que jamais avec une multiplication des acteurs. Bienvenue dans le monde multipolaire. Les États-Unis vont-ils se ressaisir au Sahel? Faut-il attendre un tournant pour la diplomatie américaine en Afrique? Quid des puissances émergentes qui s'investissent de plus en plus dans cette région et multiplient certes les opportunités mais aussi les conflits d'intérêts? Beaucoup de questions qu'il faudra surveiller à l'avenir. Merci encore à NordVPN pour son partenariat. N'oubliez pas de couvrir vos besoins en sécurité sur internet grâce au lien en description. Profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN ou le pack avancé NordSecurity qui inclut en plus NordPass. Nous avons lancé une chaîne de podcast, Actualité Géopolitique, qui sera un excellent complément à YouTube. Vous retrouverez notre revue de presse qu'on faisait déjà sur YouTube et qui déménage en podcast, ainsi que des entretiens exclusifs à venir qui ont attrait à la géopolitique de près ou de loin. Généralement des spécialistes très peu médiatisés mais pas moins intéressants. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur votre plateforme favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Le magazine Terabellum est toujours disponible bien entendu et permet de soutenir notre chaîne tout en s'instruisant grâce à la plume de nos contributeurs. Un numéro spécial sur l'Afrique arrive d'ailleurs très prochainement. Tous les liens sont bien entendu en description, j'ai remis de l'ordre dans tout ça, il y a maintenant un seul lien unique vers l'ensemble du Terraverse. Merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.